Bonjour à tous. Alors en fait, on m'entend là, c'est bon? Alors on va demander aux personnes qui nous écoutent, d'abord on va les saluer, les gens qui nous écoutent en ligne. Il y a pas mal de monde dans la salle en présentiel et en ligne, vous avez la gentillesse de couper vos micros parce que ça fait des effets Larsen. Jean, est-ce que tu peux lancer les premiers slides puisque je vais ouvrir le bal? Je vois pas l'écran. Si, alors, ils sont derrière, donc c'est très bien. Bon, alors, aujourd'hui, nous allons traiter, nous sommes en direct d'IESF, d'un sujet, les monnaies numériques de banque centrale. Et j'ai autour de moi deux experts, Nathalie Janson et Éric Blot-Lefebvre. Je peux avoir la zapette pour avancer ou pas? Non. Alors, avance deux fois. Un peu artisanal. Hein. Voilà. Deuxième. Voilà. OK. Bon. Alors, cette conférence s'inscrit dans le cadre des entretiens économiques d'IESF. L'ambition de ces entretiens que j'ai créés, c'est la compréhension du nouveau paradigme économique et social mondial. Excusez du peu pour l'ambition. Alors, IESF, Ingénierie scientifique de France, c'est une institution très vieille dame, âgée de 175 ans, indépendante et apolitique, et qui est l'organe représentatif de la profession d'ingénieur, qui est reconnue d'utilité publique depuis 1860. Nous avons, en la personnalité de Marc Rumeau, un nouveau président depuis juillet 2021, qui est un homme très dynamique et qui est, je lui dis toujours, ça le fait sourire, le successeur de Gustave Eiffel. Un nouveau paradigme économique. Un ancien monde est en train de disparaître et un nouveau monde n'est pas tout à fait encore vraiment apparu. Vous l'avez remarqué, nous sommes dans un grand chambardement. On subit des crises économiques, financières, sociales, géopolitiques, climatiques, religieuses, sanitaires, militaires. Alors, est-ce que ce sont des crises ou est-ce que c'est un vide stratégique ? Je me suis intéressé au sujet depuis le milieu des années 90 et je dois dire que l'intelligence économique m'a apporté une grille de lecture et depuis, je poursuis mon engagement, donc je m'efforce de mettre en perspective des concepts et de rapprocher et de fédérer des hommes avec un grand H, hommes et femmes, qui sont toujours trop minoritaires dans le monde du numérique. Les révolutions industrielles. La troisième révolution industrielle de 1980 a eu lieu. Ces principes et son socle technologique sont en place. Il faut apprendre à s'y mouvoir. L'intrant de cette révolution industrielle, c'est la donnée, c'est la data. Comme la vapeur était l'intrant de la première révolution industrielle de 1780 et l'électricité, l'intrant de la deuxième révolution industrielle de 1880. Eh bien, en fait, cette révolution industrielle, la France l'a en partie ratée. Alors, on peut se demander parmi nos élites, est-ce que les penseurs de transformation, les éclaireurs de l'avenir, les pédagogues du changement ne sont pas trop rares? Et moi, je crois que face à tous ces défis, compte tenu des retards, des incompréhensions, des refus, des blocages, il y a un certain nombre de personnes de la société civile qui ont un rôle à jouer. Des nouvelles institutions peut-être, parce que la France, nos institutions qui sont inspirées par le Conseil national de la résistance, elles ont été rédigées pour servir le précédent modèle économique de cette économie fordiste qui correspond à la deuxième partie de la deuxième révolution industrielle. Une économie de masse de travailleurs, de la grande entreprise pyramidale, normalisée, hiérarchisée, optimisée, cadencée par l'organisation scientifique du travail, qui fabrique des produits standardisés, qui fait l'objet d'une consommation de masse sur des marchés grand public. Et je crois qu'il faut bâtir des institutions qui permettent l'épanouissement et l'équilibre social du paradigme économique numérique contemporain, du règne de la donnée et de l'ère de la multitude, et qui permet l'entreprise étendue, l'innovation et le développement des territoires. En fait, on assiste au passage de la main-d'œuvre au cerveau d'œuvre. Donc, en fait, on rentre dans une vague d'innovation, de destruction créatrice façon Schumpeter, la plus forte de l'histoire de l'humanité. Et ce qu'on nomme numérique, c'est pas seulement une technologie, c'est encore moins un secteur particulier, c'est une informatique optimisée qui bouleverse tout, qui bouleverse la manière de produire, la manière de donner de l'information, de la manière de
consommer et ça permet un rapprochement inédit de l'offre et de la demande et ça transforme l'intermédiation. À terme, toute l'économie sera informatique et dominée par des entreprises numériques qui capteront l'essentiel de la valeur ajoutée dans des chaînes de valeur recomposées. Alors, pour marquer les profondeurs, ça suit les slides au fur et à mesure, là, d'accord. Je suis au slide l'oclonomie. Voilà, merci. Pour marquer la profondeur des bouleversements, votre serviteur a inventé, excusez-moi, je suis désolé, je coupe, a inventé un syllogisme, un néologisme plutôt, oclonomie, du grec oklos, la multitude, et nomos, l'organisation. Parce que quand on prend le mot économie, on a okos, la maison, et nomos, l'organisation. Et je trouve que le terme d'oclonomie, ça correspond mieux. En fait, l'oclonomie, ça désigne un modèle de société qui, par hypothèse, serait parvenu à l'efficacité, à l'équilibre dans le monde qu'a créé précisément cette troisième révolution industrielle de 1980. Et l'oclonomie, c'est donc un système économique qui permet aux entreprises, aux institutions, aux consommateurs et à l'État de tirer pleinement parti du système technique qui est fondé sur l'informatique, l'Internet et l'intelligence partagée. C'est un système, l'oclonomie, qui anticipe les opportunités et qui profitent plutôt des opportunités qui sont excessivement nombreuses, notamment des rendements croissants, et qui anticipent des menaces qui sont également terriblement nombreuses, notamment les menaces de cybersécurité. Alors, aujourd'hui, je suis entouré de deux experts, Nathalie Janson. Nathalie, elle est professeure associée d'économie au sein du département finance à Neomia Business School. Elle est docteure en économie à l'Université Paris 1, la Sorbonne. Ses recherches, elles portent sur les questions de politique monétaire, de régulation bancaire et de cryptonomie, et vous pouvez la voir sur les ondes, vous pouvez la rencontrer, elle publie dans beaucoup de revues académiques également sur tous les problèmes de crypto-monnaie. Elle est membre de l'Institut de l'économie, c'est là que je l'ai connue. Et j'ai trouvé dans cet institut de l'économie qui a été fondé et présidé par Michel Vol, qui nous suit en ligne, des experts de haut niveau qui partagent et enrichissent mes réflexions. Alors, quelques membres sont présents, je les cite. Il y a Hugues Chevalier, qui est en ligne depuis Lyon. Il y a Pascal Ordonneau, qui est notre secrétaire général et qui a fait une carrière tout à fait remarquable dans le secteur bancaire. Et puis également, à mes côtés, je l'ai dit, Nathalie Janson. Éric Lefebvre a commencé sa carrière comme cambiste à la banque Indo-Suez. Bon, il a rejoint le groupe L'Oréal en qualité de trésorier, puis le groupe Thomson comme directeur adjoint de la trésorerie change, et c'est là que je l'ai connu, puisque à l'époque, j'étais l'adjoint du directeur de l'audit interne de Thomson SA. Il a été directeur général de Batif Bank, et en 1990, il est devenu directeur général adjoint d'Altus Finance, où j'ai également travaillé, notamment chez Alter Bank, et puis la reprise d'une charge d'agent de change Tuffier-Raviepi. En 1991, il a quitté la présidence du groupe Concept et pour rejoindre le Crédit Lyonnais. Et il est fondateur, depuis quelques années déjà, et toujours en poste, et dirigeant d'une société qui s'appelle Trotseed, qui est une société de très haut niveau, qui est spécialisée dans les problèmes de cybersécurité. Et ça suit toujours les slides, là, je ne me rends pas bien compte. On est une réflexion systémique, c'est bon? Bon. Alors, en 1991 et 1995, Eric a été le premier à mettre en place dans les banques les front middle back office. C'est bien ça, hein? Oui. Il a compris pourquoi les banques souffraient de fraude en tout genre, même si elles étaient très discrètes, pour des raisons stratégiques et commerciales, sur le mot est pudique, déperdition d'énergie. Alors Eric, il a également travaillé aux États-Unis, alors avec le conseiller d'Alan Greenspan, qui était à l'époque président de la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis. Et donc, en fait, c'est après avoir constaté toutes ces difficultés innombrables et insolubles apparemment, qu'il a voulu trouver une solution. Et il s'y est attelé depuis des années. C'est un très gros investissement de temps et d'argent. Et il a voulu trouver une solution et il est très proche du but. Et c'est pour ça qu'il a créé Trotseed.
Alors, Trusted, c'est un éditeur qui est en train de sortir une solution qui permet, sur un fichier électronique, de garantir l'unicité du document, et ce fichier est infalsifiable. Alors, il y a tout un chemin intellectuel. Il faut monter à l'origine de l'œuvre d'Éric, et je voudrais que tu passes, parce qu'on va un peu accélérer, au slide suivant. Est-ce qu'on voit à l'écran une photo? Voilà. Je crois que tout est dit, c'est le poids des mots, le choc des photos, genre Paris Match. Alors, de gauche à droite, on trouve Jean-François Hénin, qui était surnommé à l'époque le Mozart de la finance. On voit Alain Gomez. Alors, Éric, aide-moi, le monsieur, c'est de la Charrière, c'est ça? C'est Marc Ladret de la Charrière. Et qui était à l'époque? Et Fimalac, qui est le fondateur de Fimalac. Voilà. Voilà. Et Éric. Ouais. Et Éric, en fait, il était le conseiller de Gomez et il a pondu un produit qu'on peut dire qui a été mis sur les fonds baptismaux de Trusted. On rentrera dans le détail quand Éric aura la parole. Bon, alors, aujourd'hui, l'exposé de Nathalie Janson, ça a pour but essentiel de questionner la pertinence d'une monnaie digitale de banque centrale. Alors, moi, je me pose une première question. La création d'une monnaie digitale de banque centrale, est-ce que c'est une réponse appropriée à la montée des crypto-monnaies? Je rappelle qu'une banque centrale, c'est une institution financière. Son rôle principal, c'est d'assurer la stabilité du système bancaire et financier d'un pays ou d'une zone monétaire, par exemple la zone euro. Alors, pour la zone euro, on a la Banque centrale européenne. Au Royaume-Uni, on a la Banque d'Angleterre. Et aux États-Unis, on a la Fed, la Réserve fédérale. Alors, depuis 2021, il faut voir que ces banques centrales préparent leur monnaie numérique. Alors, si on fait un tour d'horizon, on voit une accélération en 2021. On a vu le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Suède, le Brésil, le Royaume-Uni et bien sûr l'Union européenne. Et en fait, je pense que c'est peut-être, mais c'est ce que l'expert va nous dire, une réponse au boom des crypto-monnaies. Alors, de tous les projets, il y en a un qui est quand même le plus avancé, il semblerait, c'est la Chine. Et le pays, la Chine, a profité des Jeux Olympiques d'hiver pour tester le yuan numérique à plus grande échelle. Je ne suis plus sur la caméra. Alors, c'est pas bien grave. Enfin bon, on est en voix off. Bon, enfin c'est comme disait que j'ai pas connu, mais c'était Interville avec Guy Lux et Léon Zitrone. Bon, alors bref. Donc, en fait, certains analystes voient dans le yuan numérique comme une potentielle menace pour le dollar américain. Bon, nous verrons. Bon, alors, j'avance un peu. Beaucoup de projets, une effervescence du côté des banques centrales. On a connu la menace Facebook qui a quand même été écartée. Et maintenant, on fait son chemin. Bon, alors, ça m'amène une deuxième question. Une deuxième question, c'est est-ce que la création de monnaie numérique de banque centrale, ça fournit un moyen de renforcer l'efficacité de la politique monétaire? Pourquoi? Parce qu'en fait, on est à un moment où l'offre de monnaie, le contrôle de cette offre de monnaie est plus complexe. On sait qu'il y a des nuages qui s'amoncellent. Passage d'une guerre économique à une économie de guerre, inflation qui empire, remontée des taux d'intérêt, chute des bourses, mise sous cloche de la Chine à cause des problèmes de Covid et d'un vaccin mal maîtrisé, éventuellement coup d'arrêt du rebond des pays occidentaux. Donc en fait, est-ce que avec les monnaies numériques des banques centrales, on va trouver peut-être une solution? Étant entendu qu'il faut savoir que la politique très large avec des taux d'intérêt excessivement bas, bien avant la crise sanitaire, on était déjà complètement dedans, après la crise des subprimes de 2008. Bon, évidemment, on n'avait pas le choix, avec le quoi qu'il en coûte, qui a été un quoi qu'il en coûte mondial, on n'avait même pas le choix. Et en fait, malgré des vœux pieux de certaines banques centrales, on en est un peu à la croisée des chemins. Alors moi, je me demande si ces monnaies numériques serviront à affiner cette politique économique des banques centrales. Donc, je vais donner la parole maintenant à Nathalie Janson, d'abord pour répondre
à ces questions et pour développer tous les sujets de son choix. Et puis, j'ai souhaité qu'Éric Bollefebvre accompagne l'exposé. Alors, Éric, il nous dira si, à son avis, la monnaie digitale va complètement bouleverser l'ensemble des théories économiques et sociales et sous quel délai. Et puis, j'aimerais qu'il nous parle du rôle de Trusted, si possible, dans ce contexte. Je rappelle que Trusted, c'est la société qu'il a fondée et qui révolutionne l'approche de la cybersécurité. Donc, Nathalie, nous t'écoutons. Eh bien, merci beaucoup Christophe et merci pour cette invitation. Je crois qu'on aurait presque pu faire l'exposé en continuant un peu sur les explications, ça me va. Je vais donc en fait essayer de ne pas être… voilà, c'est pas toujours très facile de parler de ce sujet des monnaies numériques banque centrale puisque je ne suis pas une technicienne, donc je ne vais pas voilà, vous dire que je comprends tout sur l'architecture technologique. Sans doute, je pense que Éric est sans doute mieux placé que moi pour avoir tous les détails techniques, mais par contre, la pierre que j'espère apporter, c'est la compréhension de cette dynamique de développement des monnaies numériques banque centrale qui, en effet, a commencé il y a quelques temps, donc comme je vais essayer de vous le raconter, mais qui s'est accéléré considérablement, notamment depuis le lancement, enfin l'annonce de la monnaie stable de Facebook en 2019 et ensuite aussi à la suite du Covid. Donc, il y a eu 2 coups d'accélérateur et je vais essayer de vous expliquer pourquoi effectivement ces 2 phénomènes ont accéléré ce sujet et puis effectivement vous dire pourquoi, enfin en tout cas quelles sont les questions à se poser quant à sa réelle utilité, sa valeur ajoutée et à la fois en tant que moyen de paiement, mais également en tant qu'outil de politique monétaire, si on peut le voir ainsi. Donc, je ne sais pas si du coup les slides, on peut les passer en même temps éventuellement. Je ne vais pas forcément aller dans tous les slides en détail. J'ai pour habitude d'en mettre un peu plus que je n'en dis parce que voilà, quand on parle, on ne va pas lire ces slides. Mais en même temps, si vous avez envie de les regarder, voilà, à tête reposée après, c'est possible. En général, je les envoie. Voilà. Donc là, je vais passer sur la suivante. Donc en fait, sur le slide suivant, donc si en fait on commence par approcher le sujet par ce qu'est une monnaie banque centrale digitale, c'est un moyen de paiement émis par une banque centrale. En fait, on s'aperçoit qu'historiquement, finalement, la monnaie banque centrale n'a pas, celle en tout cas qu'elle a émise en vis-à-vis du public, c'est essentiellement le cash. Et donc, le cash n'a pas beaucoup bougé depuis de nombreux siècles, finalement. Parallèlement, en revanche, la monnaie s'est considérablement changé de support pour ce qui est de l'utilisation de la part du public. C'est-à-dire que nous, en tant qu'utilisateurs de monnaie, effectivement, on a le cash, eh bien, on n'utilise pas que le cash, mais on a utilisé plein de formes aujourd'hui et on voit que la créativité, évidemment, s'est accélérée avec l'informatisation et donc aujourd'hui, on peut payer avec beaucoup de moyens différents et avec des nouveaux acteurs comme après les cartes bancaires, on est passé donc à des acteurs comme PayPal, Apple Pay, Lydia, Pumpkin, enfin bon, je ne vais pas tous les citer. Donc là, on a une vraie dynamique technologique et en fait, qui était totalement gérée par le secteur privé d'ailleurs, puisqu'en fait, voilà, il n'y avait pas d'autres formes de monnaie de la part de la Banque centrale. Et le jour, on a un cap qui semble avoir été passé, le jour où effectivement les monnaies donc utilisant la blockchain, donc utilisant la fameuse technologie de la DLT, symbolisée donc par le Bitcoin, eh bien, ont commencé à faire jour. Et là, effectivement, on a eu une réflexion qui a commencé à être entamée par les banques centrales, puisqu'en fait, c'est pas une, mais c'est toutes les banques centrales qui ont commencé à s'intéresser à ce sujet. Je vais passer au slide suivant. Alors, pourquoi elles se sont intéressées en fait à ce sujet particulièrement? Eh bien parce que la part qui occupe le cash dans l'utilisé par le public en fait a commencé à diminuer. On peut le voir globalement dans de nombreux pays, mais il y a des pays où la préoccupation a débuté plus tôt, et c'est le cas de la Suède. Donc la raison pour laquelle la dynamique de cette réflexion n'est pas arrivée en même temps partout, c'est parce qu'en fait les banques centrales n'avaient pas les mêmes problématiques. Donc la première à s'être réellement posée
posé la question d'une monnaie numérique banque centrale, c'était la Suède, parce que, comme je vais vous le montrer donc dans le slide suivant, enfin même deux suivants, mais c'est pas grave, je vous montrerai après. Comme c'est pas moi qui change, c'est plus compliqué. Eh bien, en effet, voilà, merci beaucoup. En fait, ça c'est l'évolution qui se voyait en Suède. Vous voyez que il y a eu une accélération en fait de la diminution de l'usage du cash. Et donc la Banque centrale s'est légitimement posé la question de savoir à quoi servait cette forme qu'elle émettait et qui n'était plus beaucoup utilisée par le public. Alors vous me direz, après tout, en quoi ça la dérange, puisque si le cash n'est plus utilisé, ça veut dire qu'en fait, principalement, les paiements se font à travers les comptes des dépôts des banques. En fait, ça veut dire que quand vous utilisez votre carte de crédit ou quand vous utilisez n'importe quel Apple Pay, eh bien, en fait, c'est votre compte qui est connecté, qui va via les banques faire le règlement. Il est vrai que ça affecte quand même les banques centrales parce qu'il faut savoir que le cash, en fait, génère un revenu pour les banques centrales qu'on appelle le seigneuriage, qui est en fait la différence entre le coût du billet mis en circulation, en tout cas, soit du billet sur la monnaie métallique, et son coût de production. Donc c'est vrai que plus ce cash en fait diminue et moins le revenu de seigneuriage est important. Bon, néanmoins, ça ne représente quand même pas non plus. C'est un revenu, mais qui, de toute façon, ce n'est pas. Depuis le système monétaire, donc post-Bretton Woods, c'est sûr que ça constitue un revenu, mais il n'est pas non plus significatif à ce point que la Banque centrale voudrait le préserver à tout prix. Alors, je vais remonter d'un slide pour parler du cash. Donc, effectivement, le cash a toujours quand même si on constate qu'il diminue, il est quand même une forme de monnaie qui exprime une certaine liberté, en tout cas au niveau du public. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce cash, il est, comme on le dit souvent, il est donc sans odeur, ce qui est assez important, puisque ça veut dire qu'en fait, dans tout ce qui est transaction, en fait, vous n'avez pas envie que l'État le sache, eh bien, vous pouvez l'utiliser. Et ça, c'est sa force principale. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle il y a une inertie à l'utilisation en cash, puisque il demeure très intéressant pour tout ce qui est. Alors, on ne va pas forcément parler uniquement de l'économie de la drogue et du commerce illicite, mais aussi tout simplement de l'évasion fiscale. Donc, en général, on explique assez facilement les dynamiques d'innovation de paiement avec en fait le taux d'évasion fiscale locale dans l'économie, puisqu'en fait, quand on a pas mal d'évasion fiscale, on n'a pas trop envie d'avoir une innovation technologique trop importante, parce que il faut le savoir qu'effectivement, les innovations technologiques, par contre, par rapport au cash, sont traçables. Donc, même toute crypto-monnaie, et on reviendra là-dessus plus tard, même si on peut toujours brouiller les pistes, néanmoins, comparé au cash, le cash a quand même cette suprématie. Alors, je vais vous montrer aussi quelques autres statistiques pour vous faire comprendre cette utilisation du cash et où on en est en Europe aujourd'hui. Donc là, je vais passer après la Suède. Voilà, merci beaucoup. Donc là, c'est pour vous donner, donc là, c'était les statistiques assez récentes de la Banque centrale européenne. Donc, je suis désolée, vous n'allez pas voir grand-chose. Vous allez donc faire confiance à ce que je vais vous raconter. À droite, à gauche, ce qui est en bleu, ce sera beaucoup plus clair. Ce qui est en bleu, en fait, c'est en volume, les transactions en volume, alors que ce qui est à droite, c'est en valeur. Et en fait, on peut voir que en termes de volume, vous avez encore une prévalence du cash dans beaucoup de pays européens, notamment en Allemagne, plus qu'en France. La France étant effectivement faisant partie des pays qui sont en fait les moins utilisateurs de cash en volume et même en valeur. On est relativement, pour ça, passé à des moyens dématérialisés finalement de paiement par rapport à d'autres pays. Donc, même si effectivement on voit bien que le cash est moins utilisé qu'avant, il n'a quand même pas disparu. Et sur la slide suivante, pour rappel, on voit que finalement le cash est, sans grande surprise, domine en fait les transactions de faible valeur. Donc, tout ce qui est transactions inférieures en fait à 5 €, je suis désolée, j'ai mis 5% au lieu de 5 €. Je me suis trompée, j'ai fait une faute de frappe. En fait, ils sont dominants, c'est ce qu'il faut en fait retenir.
Donc là, la raison pour laquelle j'ai pris la peine de déteindre ce tableau, c'est parce qu'il est important quand même de retenir que finalement, cette idée de passer à une monnaie digitale, elle est quand même pas non plus justifiée par une disparition brutale du cash. C'est-à-dire qu'on a toujours du cash et il n'y a pas de menace à ce point. On va pas demain matin ne plus avoir de cash dans nos économies. Donc la Banque centrale aurait pu effectivement avoir ne pas avoir cette urgence, en tout cas, de passer à une monnaie Banque centrale digitale. Alors, j'en viens donc au point central, c'est-à-dire pourquoi est-ce que du coup les banques centrales aujourd'hui s'emparent de ce sujet? Alors, comme je disais en préambule, vous avez deux phénomènes qui se rejoignent. Vous avez le fait que en 2019, Facebook, qui ne présentait pas le projet au nom de Facebook, puisque c'était sous l'association en fait Libra, donc a annoncé le projet de créer une monnaie stable en 2019. Et la raison pour laquelle ça a un peu déstabilisé les banques centrales, elles étaient effectivement, vous avez dû vous rappeler, très en colère suite à ce projet, c'est parce que si les crypto-monnaies existaient jusque-là, en fait, elles existaient et elles ne représentaient pas une menace directe pour les banques centrales, puisqu'en fait, somme toute, elles étaient marginales. Alors, marginales, ça voulait dire que finalement, aujourd'hui, on parle de 1000 milliards de capitalisation, mais à l'époque, elles en étaient qu'à 200, 300. Donc déjà, ça représentait nettement moins. Et puis, en termes de réseau, elles ne semblaient pas être très menaçantes, puisqu'en fait, il n'y avait pas un réseau concurrent des monnaies traditionnelles. Donc voilà, donc il n'y avait pas d'ombre particulière faite à la monnaie banque centrale. Mais quand il s'agit de Facebook, là, effectivement, il s'agit d'une autre situation, puisque ça signifie déjà que c'est tous les potentiels utilisateurs, les utilisateurs de Facebook qui pourraient, si jamais la monnaie avait du succès, évidemment, être utilisateurs de cette monnaie. Donc, on comprend la réaction beaucoup plus épidermique des banques centrales qui se sont dit « Ah, bah mince, si Facebook a du succès, il développe ce stablecoin et a du succès, eh bien peut-être que finalement, il faut qu'on s'empare du sujet. » Alors d'autant plus que, comme je viens de le rappeler, en fait, le projet de Facebook était donc une monnaie stable et non pas une monnaie de type Bitcoin, voilà, qui est connue pour sa volatilité forte de sa valeur. Ici, il s'agissait pour Facebook de créer une monnaie stable basée sur des réserves de monnaie standard. Donc, c'était, comme il ne voulait pas apparaître comme un projet américain, c'était un projet multi-devises qui reposait sur cinq monnaies qui étaient le dollar, l'euro, le yen, la livre sterling et je pense que le petit dernier était le dollar de Singapour. Voilà. Donc ça, c'est pour comprendre pourquoi en fait les banques centrales se sont beaucoup plus agitées lorsque Facebook a sorti son projet que lorsque le Bitcoin finalement est apparu et s'est développé. Alors, celle qui s'est le plus mise en colère de toutes les banques centrales, c'est la Banque centrale chinoise qui, face à ce projet, a décidé d'accélérer des recherches qu'elle avait déjà entamées sur le projet de développer une monnaie digitale pour son propre pays, donc qui était le fameux yuan. Et dès 2020, elle a lancé en fait des tests dans 4 villes importantes de Chine à travers en fait des loteries. En fait, elle rémunérait pour voir si le système fonctionnait. C'était donc une appli sur un téléphone et il y avait une loterie qui était organisée. Et les vainqueurs de la loterie se voyaient créditer leur fameux wallet, leur fameux portefeuille, et étaient chargés ils ne pouvaient faire rien d'autre que d'aller les dépenser dans des magasins, si vous voulez, qui étaient des magasins test en liaison avec cette application. Voilà, ça c'était la première phase. Et comme il a été rappelé par Christophe, effectivement, on a une phase de test plus grande à l'occasion des Jeux d'hiver cette année. Mais voilà, donc là, visiblement, il y a l'air d'avoir un satisfecit par rapport à la situation. Donc, la Chine continue dans son développement. L'autre phénomène qui a effectivement considérablement aussi accéléré la réflexion chez les banques centrales occidentales, c'est le Covid, parce que le Covid a obligé, avec la fermeture des commerces traditionnels, en tout cas physiques,
eh bien, tout d'un coup, on a vu surgir, en fait, effectivement, le commerce digital. Et bien évidemment, si tout ce qu'on a dit, enfin, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, le fait que finalement le cash est toujours là, on utilise d'autres moyens de paiement, mais finalement le cash ne recule pas tant que ça. Quand il s'agit de commerce digital, c'est vrai que payer en cash, c'est pas très pratique. Donc, forcément, si on parle de commerce digital, on voit bien que le sujet d'avoir une monnaie digitale qui l'accompagne, eh bien, ressurgit à nouveau. Donc, c'est la confluence des deux qui a fait que les banques centrales se sont dit, ah, il faudrait peut-être qu'effectivement, on réfléchisse sérieusement au sujet. D'autant plus qu'ayant une des banques centrales qui avait pris le leadership sur cette question, et la Chine, eh bien, il faut savoir qu'en monnaie, enfin dans le domaine monétaire, il y a une caractéristique importante, c'est que le premier arrivé souvent bénéficie en fait d'une prime du premier arrivant. On peut le vérifier sur, par exemple, même les monnaies crypto. Le Bitcoin est là depuis le début. Et effectivement, il a une inertie par rapport, même si toutes les autres cryptos essayent de le déstabiliser, il a une inertie qui lui donne en fait un avantage. Donc, si la monnaie chinoise est en avance et si du coup les autres banques centrales ont du retard, eh bien ça veut dire que peut-être finalement cette avance sera déterminante pour la place qu'occupera la Chine dans la monnaie digitale dans le futur. Et qui dit monnaie digitale dit aussi plus de frontières. Donc une monnaie digitale est forcément internationale de fait, de par sa construction. Donc ça, effectivement, ça alerte les banques centrales, puisque si jamais la monnaie chinoise se place sur le terrain de la monnaie digitale comme leader, et on sait qu'elle a aussi le projet de la route de la soie, et ça veut dire qu'effectivement, elle pourrait sacrément avoir un avantage dans le futur. Donc, c'est ce qui a donné effectivement cet coup d'accélérateur, et sans surprise, qui a suivi dans cette réaction, c'était la Banque centrale européenne, parce qu'elle n'a pas la place du dollar. Donc, je dirais que le dollar a été un peu plus flegmatique par rapport à la situation, en se disant, bon, d'ici à ce que je sois dépassée par les événements, il va se passer un petit peu de temps, parce que j'ai quand même une domination sur le marché financier, donc c'est pas demain la veille qu'on va m'éradiquer. Mais la Banque centrale européenne, qui a un peu qui n'est pas non plus une monnaie extra dominante sur le marché, s'est dit effectivement, si moi je loupe le coche, par contre, étant donné qu'après toutes ces années, plus de 20 ans sur le marché, j'ai pas réussi à détrôner le dollar, si par contre c'est le yuan qui me passe devant parce que je n'ai pas été assez rapide, là peut-être qu'effectivement, il faut que je m'empare du sujet. Donc c'est sans surprise, effectivement, la Banque centrale européenne a officiellement en 2021 annoncé qu'elle était sur le sujet. Alors, il faut aussi ajouter que la Banque centrale, la Banque centrale européenne, c'est pas qu'elle n'était pas en reste sur le sujet, mais jusqu'à maintenant, la réflexion s'orientait beaucoup plus sur une monnaie digitale qui était vouée au règlement de gros, c'est-à-dire interbancaire. C'est-à-dire qu'on s'était pas vraiment posé jusque-là vraiment la question d'avoir une monnaie digitale en fait à usage du public. Voilà. Donc, je vais continuer. Donc là, effectivement, je vous ai mis un petit rappel sur Libra, mais je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'il y a, voilà, il y a pas, je ne vais pas être trop longue non plus pour pouvoir laisser la place à Eric sur des considérations tout aussi intéressantes de monnaie digitale. Donc, en effet, la question en fait qui est apparue assez vite, c'est de savoir quel type de monnaie banque centrale on allait pouvoir développer. Et donc, étant donné que aujourd'hui le cash était en concurrence avec des fournisseurs privés, puisque en fait aujourd'hui toutes les formes digitales de monnaie qu'on utilise, comme je l'ai rappelé, en fait sont des formes tout à fait privées. Eh bien, effectivement, là, il s'agissait de se dire, effectivement, est-ce qu'on va sur une monnaie digitale qui va être à l'usage du public? Alors, pour vous illustrer ce concept, je vous ai mis une petite fleur qui est beaucoup utilisée, qui a été inventée par un monsieur, conçue par un monsieur, je crois que c'est un chercheur de la Banque des règlements internationaux qui a fait ça, c'est le slide suivant, et qui représente relativement bien les différentes types de monnaies qu'on peut trouver lorsqu'on réfléchit à des monnaies digitales, à la croisée des chemins avec les monnaies qu'on connaît. Donc cette fleur, en fait, vous classifie à la fois ce qui est digital, ce qui est émis par une banque centrale et ce qui est pair à pair. Donc, vous voyez qu'effectivement, dans le jaune, on a le pair à pair pur et on retrouve les crypto-monnaies avec, sur les blockchains. Mais sur le pair à pair, on retrouve aussi les monnaies marchandises. Et c'est pour ça, souvent, d'ailleurs, qu'on fait la comparaison entre les deux.
Vous voyez que dans le vert, la partie verte, on a effectivement la partie sur laquelle on réfléchit aujourd'hui, c'est-à-dire les monnaies banques centrales numériques, avec d'un côté, c'est ce qu'on va discuter maintenant, la partie en monnaie de gros, c'est-à-dire monnaie de règlement entre banques, et la partie en fait retail. Et ensuite, tout ce qui est bleu et puis violet-rose, là, on retrouve la partie bleue, c'est toujours la monnaie banque centrale, mais sous ces deux formes, c'est-à-dire la forme réserve, c'est la monnaie qui est utilisée, la monnaie banque centrale qui est utilisée par les banques, en fait, pour se régler. Et puis, on a la monnaie banque centrale qui est donc déposée sur les comptes auprès de la banque centrale par les banques. Et dans la partie rose, on a effectivement à l'autre bout de la chaîne les comptes courants, donc nos dépôts, si vous voulez. Et puis après, toutes les formes de monnaie digitale dont on a parlé qui sont de forme privée. Voilà. Alors, je vais donc passer à la slide suivante. Donc, sur cette… ici, c'était juste pour remettre… Je vais passer dessus, aller à la suivante, parce que c'était juste pour montrer qu'en fait, le cash était toujours là et que les dépôts étaient très importants. Donc, ça, c'est le graphique que vous voyez à votre droite, où vous avez d'un côté les dépôts bancaires et de l'autre côté les actifs des banques. Et vous voyez que les dépôts bancaires, effectivement, sont largement importants parce que aujourd'hui, en effet, comme je vous le disais, finalement, comme on utilise des moyens dématérialisés de paiement, eh bien, on fait bouger en fait nos dépôts. Donc, c'est pour ça qu'ils sont aussi importants. Donc, ensuite, pour comprendre le problème du choix entre la monnaie de gros ou la monnaie de détail, je vais passer au slide suivant. Donc là, on va expliquer rapidement en fait la différence. Aujourd'hui, c'est ainsi que marchent les transactions lorsque on fait des transactions quotidiennes. Donc aujourd'hui, en fait, on a d'un côté la banque centrale, de l'autre côté de la monnaie bancaire, donc comme vous voyez ici. Donc la monnaie banque centrale, vous voyez, elle est au passif de son bilan. Et comme je vous disais, comme principalement on utilise nos comptes courants lorsqu'on règle des transactions, eh bien en fait ça passe en fait par les réserves des banques, c'est ce qu'elles utilisent pour se régler. Et c'est ce qu'on appelle en fait la monnaie électronique de banque centrale. En fait, c'est ça qui est utilisé comme règlement. Donc, si je passe à la slide suivante, vous verrez que quand dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, eh bien, principalement, lorsqu'on fait des règlements, c'est des règlements qui passent… Quand on règle, on va régler son commerçant, mais en fait, le règlement se fait entre la banque du commerçant et la banque du consommateur qui achète. Et tout ça se termine au niveau de la banque centrale pour compensation. Voilà. Donc, pour terminer cette transaction, ça c'est la partie importante, c'est que finalement, lorsque la transaction se règle, eh bien, il y a un risque de contrepartie qui va demeurer tant que la transaction n'est pas finalisée au niveau du règlement au niveau de la chambre de compensation, si vous voulez. Donc, en somme, la raison pour laquelle j'essaye de vous présenter ça, c'est que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, où il n'y a pas de monnaie banque centrale digitale, eh bien, lorsque les règlements se font entre nous et le commerçant et se finalisent, il y a un délai déjà, et pendant ce délai, il y a un risque qui peut exister de contrepartie. La monnaie banque centrale digitale, l'avantage qu'elle peut avoir, c'est qu'en fait, elle enlève ce délai, elle enlève donc ce risque de contrepartie. C'est pour ça qu'en termes d'efficacité des règlements des transactions, ça a un intérêt en tant que tel. Donc, maintenant, si on va sur pourquoi une monnaie de détail ou une monnaie de gros, puisque c'était la réflexion avant qu'elle s'oriente davantage sur une monnaie de détail, eh bien, si on va sur une monnaie de gros, c'est-à-dire qu'on digitalise la partie finalement règlement des transactions, on obtient cette efficacité donc que je viens de mentionner des paiements et on préserve le système tel qu'il est, c'est-à-dire qu'on ne fait que digitaliser cette partie-là. Donc, au lieu d'avoir une monnaie électronique de banque centrale, une monnaie digitale, mais ça ne change pas grand-chose en fait à ce qui va se passer par ailleurs. On reste dans à peu près le même système. Et voilà.
Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les autres banques centrales se retrouvent, en tout cas la Banque centrale européenne, se retrouve devant un choix contraint, puisqu'en fait, par rapport à la position de la Banque centrale chinoise qui a été prise, elle est partie sur une monnaie de détail. Donc, le problème, c'est que si les autres banques centrales ne vont pas sur cette monnaie banque centrale digitale à usage privé, à usage au niveau du public, eh bien, effectivement, du coup, elle se retrouvait décalée au niveau de la concurrence internationale. Voilà. Donc, si je vais passer au slide suivant, je vais peut-être essayer de raccourcir pour laisser le temps quand même. Oui. Donc, je vais passer directement à la monnaie numérique de banque centrale en 4 choix. Donc là, avec les deux choix possibles. Donc, lorsqu'on passe sur, si on prend effectivement comme hypothèse qu'on va passer sur une monnaie de banque centrale au niveau à l'usage du public. On a aussi 2 possibilités qui sont offertes à la Banque centrale. Soit, en fait, elle permet au public d'avoir un compte directement au sein de la Banque centrale, voilà, de la Banque centrale. Donc, ça veut dire que les portefeuilles sont directement gérés par la Banque centrale. Et vous et moi, on aura un compte chez elle, un portefeuille, en tout cas, qui sera chez elle. Et du coup, c'est la Banque centrale qui gérera l'ensemble. Ça, c'est une possibilité. Ou la deuxième possibilité, c'est qu'en fait, elle est distribuée en fait par les banques commerciales. Alors, il faut savoir que par rapport au projet chinois, qui est souvent utilisé comme référence, en Chine, c'est le deuxième qui est utilisé. C'est les banques commerciales qui distribuent en fait le wallet, le portefeuille utilisé par les clients. Voilà. Alors là aussi, ça préserve en fait le rôle en fait des banques commerciales, tout simplement. Donc là, pour aller accélérer un peu, je vais aller directement à en quoi, en fait, ça peut avoir aussi un intérêt au niveau de la politique monétaire, puisque c'est le deuxième argument général avancé. Alors, effectivement, des réflexions ont été menées quant à l'efficacité de l'utilisation d'une monnaie banque centrale digitale. Et ici, on retrouve 2 thématiques souvent abordées. L'une qui est que si on utilisait ce type de monnaie utilisée par le public, on pourrait rémunérer cette monnaie digitale et notamment rémunérer par des taux négatifs lorsqu'on est en situation de crise. Donc, si vous voulez, ça nous renvoie à ce qui s'est passé avec la crise des subprimes et puis avec la crise de la dette souveraine, où les banques centrales se sont mises à faire des taux négatifs, notamment en Europe, et où souvent c'était vu comme une limite à l'efficacité de la politique monétaire pour faire en sorte que lorsqu'on est dans une déflation, on puisse quand même relancer la machine économique. Donc là, l'idée, ce serait, eh bien, si jamais on allait sur cette monnaie digitale, eh bien, on pourrait la rémunérer très facilement, puisque là, il y a pas le cash, on peut pas évidemment le rémunérer, mais là, on peut le rémunérer, et bien, on pourrait effectivement aussi le rémunérer négativement. Et le deuxième projet qui est souvent discuté plutôt en France, on l'entend pas beaucoup à l'étranger, c'est utiliser en fait ce portefeuille numérique, cette monnaie digitale, en fait, pour faire ce qu'on appelle du quantitative easing pour le peuple. Donc c'est un manifeste qui a circulé en France, notamment c'est toute l'école de Michel Aglietta qui est un peu derrière ça, et où en fait c'est l'idée de l'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire que au lieu d'avoir du quantitative easing, c'est-à-dire de la monnaie distribuée aux banques en grande quantité et on ne sait pas où elle va à la fin, eh bien, on va aller créditer directement le compte du public puisque on peut directement le faire à travers ce wallet. Donc, c'est aussi pour ça que vous avez cette réflexion sur est-ce qu'on ne pourrait pas aller sur d'autres formes de politique monétaire. Alors, en contrepartie, oui, je termine là. Le problème avec quand même, lorsqu'on réfléchit à ces problématiques, on voit quand même 2 limites. C'est si jamais cette monnaie digitale de banque centrale voyait le jour au niveau du public, et on pourrait avoir des situations lorsqu'elle cohabite avec le cash et les dépôts, ce qui est a priori, les comptes courants, on pourra avoir une préférence pour cette monnaie en cas de crise, parce que le public se dirait il vaut mieux que je détienne le monnaie digitale plutôt que mon compte à la banque, parce que au moins je suis sûre qu'il va rien y arriver. Et donc il y a ce risque de déstabilisation qui est quand même souvent souligné. Et
deuxième risque, c'est le risque de contrôle. C'est-à-dire si on a vraiment une monnaie digitale complètement centralisée au niveau de la banque centrale, eh bien, c'est les données, voilà, même si, alors, et c'est la problématique souvent soulevée en Chine aujourd'hui, puisqu'effectivement, en Chine, c'est clair, la raison pour laquelle vous utilisez cette monnaie, c'est parce que ça va avec le rating social. Donc, on vous donnera votre allocation logement si vous êtes un bon citoyen, on vous la retirera si vous êtes un mauvais. Ben voilà, toutes ces problématiques de données et de... Voilà, donc j'en arrive à ma conclusion pour voilà, ne pas monopoliser la parole. Donc, on s'aperçoit que finalement, la question des monnaies digitales, c'est quand même une question après tout politique, que finalement, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'urgence parce que dans le secteur privé, il y avait une innovation suffisante pour que tout se passe bien au niveau d'utilisation du public, que le cash, certes, diminue, mais bon, diminue à une vitesse qui n'est pas non plus fulgurante, et que l'efficacité du point de vue sur une plus grande efficacité de monnaie banque centrale digitale en termes de politique monétaire est encore à discuter. Donc, on voit qu'en fait, somme toute, cette question-là, elle devient éminemment géopolitique et en fait, c'est pour ça que finalement, les banques centrales s'y lancent de façon aussi effrénée. Pour rappel, même Biden donc l'a mis comme en premier ordre sur l'ordre du jour dans son executive order qu'il a publié, enfin qu'il a fait au mois de mars. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, il y a un essai qui a été visiblement lancé de dollar digital. Ils auraient passé de nombreuses transactions avec et donc visiblement la phase de test aurait été réalisée avec succès. Ils le font en collaboration avec le MIT pour leur part. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Nathalie. On applaudit, bien sûr. Alors, merci Nathalie pour ce brillant exposé. Alors, inutile de vous dire, et c'est valable également pour les gens qui nous suivent en ligne, que le sujet étant très technique, on peut par la suite réapprofondir et créer des liens les uns avec les autres. Donc, vous avez les coordonnées de Nathalie si vous voulez approfondir. Alors, je vais donner maintenant la parole à mon ami Éric Bleu-Lefebvre, parce que face à tout ça, pour ce qui est de la monnaie digitale, la monnaie numérique de banque centrale, mais même la monnaie digitale tout court, en fait, on a l'impression que en fait ça va bouleverser l'ensemble des théories économiques et sociales. Donc en fait, quand on fait une réflexion, on conduit une réflexion en début d'introduction, en début d'exposé, je disais Schumpeter à tous les étages, c'est-à-dire qu'on a une disruption partout. La transition vis-à-vis de ce regard géopolitique, c'est de se dire, et c'est mon ami Louis Pouzin, qui est un des pères d'Internet, qui dit « Internet dans l'état actuel des choses », et sans parler de RINA, sur lequel il travaille, c'est un gruyère. Donc en fait, et on a des produits, que ce soit des produits, le frigidaire, comment ça s'appelle là, technique, là, je sais pas quoi, avec toutes les outils numériques, mais également les produits. Au fond, c'est un peu comme si on achetait une voiture. Et, ah oui, mais il n'y a pas de ceinture de sécurité, il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'essuie-glace. Et en fait, c'est à nous d'ajouter des éléments. Donc, à ton avis, donc déjà, moi, je voudrais avoir ton avis sur comment tu vois ce bouleversement? Alors, la question est plus facile à poser qu'à répondre. Et c'est vrai, il faut quand même le reconnaître. Et puis, sous quel délai? C'est encore pire. Et puis, et j'aimerais aussi que tu nous dises, une fois tu m'as dit, je suis un systémier. Oui. C'est-à-dire qu'avec l'expérience que j'ai retracée à grands coups de cercle tout à l'heure, est-ce que une entreprise, ton approche révolutionnaire, j'insiste, de l'approche de la cybersécurité grâce à Trotsid, est-ce que ça a un lien? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. C'est un sujet très très difficile. Et donc, il faut rester très très modeste quand on parle de monnaie digitale et d'économie digitale. Monnaie digitale de banque centrale. Ça se réfère à l'économie digitale, ça se réfère à la souveraineté nationale. Et si vous voulez, depuis 40 ans, on a changé de système. On ne s'en est pas aperçu, mais il faut se rappeler l'époque de Bérégovoy. En 1984-85, nous passons du marché du comptant et du terme aux nouveaux instruments financiers.
on passe grosso modo d'une activité de 20 000 milliards d'euros sur la planète à une activité de 600 000, 800 000 milliards. C'est ça le traitement de masse. Comment est-ce qu'on peut contrôler économiquement des agents économiques et des spéculateurs et des criminels quand on passe de 20 000 milliards à 600 000 milliards? Comment est-ce qu'on contrôle la Deutsche Bank qui a un hors-bilan qui est supérieur au GDP de l'Allemagne? C'est effarant. Comment est-ce qu'on peut accepter que, après 20 ans de leçons sur Sarbanes-Oxley et les IFRS, en 2008, une banque américaine fasse des manipulations informatiques et 15 milliards d'escroqueries qui ont bien été décrites, notamment dans une revue du Monde, où ils ont dépecé la bête pour se rendre compte qu'ils avaient détaché les instruments financiers des clients qui étaient bons pour leur mettre à la place des instruments qui étaient moins bons et pour prendre en mark-to-market les bénéfices pour leurs pommes, tout en manipulant le marché par derrière. Ce que je veux dire, c'est que le traitement de masse est le problème majeur de notre société et que moi, personnellement, quand je suis arrivé chez L'Oréal, c'était déjà le traitement de masse, il y avait 800 sociétés. J'ai dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut contrôler chaque facture, il faut contrôler les intercos. On est dans 40 pays, il y a du contrôle de change. Je m'en fous. Je veux faire un règlement livraison, le brut et le net, la compensation de toutes les filiales tous les mois. Et Dan a dit, c'est bien. La marque de la Charrière a dit, mais c'est pas possible, vous n'y arriverez pas. Et puis on y est arrivé. En 6 mois, on a créé un logiciel. Derrière, si vous n'avez pas une solution logicielle et donc temps réel, vous faites la compensation de 800 sociétés sur 40 devises, un plat contrôle d'échange sur l'Italie ou sur le Brésil, vous imaginez, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, il faut des logiciels. Et donc, moi, personnellement, je me suis condamné à faire du logiciel et des algorithmes parce qu'il n'y a pas de solution. Le reste, c'est de la littérature, c'est de la poésie. Voilà. Bon. Et donc, je reviens sur l'élément de base. C'est le traitement de masse. Parce que traitement de masse, masse monétaire. Bon. Et donc, masse monétaire, alors, si vous voulez, effectivement, alors, depuis 2008, même avant, 98, j'ai assisté à pratiquement toutes les réunions de la Commission européenne entre Bankman, qui était ministre des Finances et qui était patron de la technologie, jusqu'en 2015. Et j'ai participé à tous les groupes de travail sur l'IDAS, sur la RGPD et sur la NIST, Network Information Security, qui gère le risk management des transactions dans le cloud. Et donc, en fait, qui dit traitement de masse, finalement, vous changez votre alternative politique. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous contenter de ne pas être un systémier et de dire il va y avoir je ne contrôle rien, mais quand je vois qu'il y a des dysfonctionnements, je fais les corrections a posteriori et je me contente de ça. Non, c'est la médecine des morts. C'est la médecine des morts. Quand j'ai été appelé, on m'a forcé d'aller voir le président Abraire au Crédit Lyonnais pour restructurer le Crédit Lyonnais parce qu'ils avaient un problème, c'est que tout le monde gagnait de l'argent toute l'année et à la fin de l'année, quand on consolidait, ils perdaient de l'argent, ils ne savaient jamais pourquoi et comment. Eh bien, j'ai fait un audit pendant 6 mois, j'avais atterri sur la Lune, j'en dis pas plus, mais c'était partout pareil, il n'y avait pas que le Crédit Lyonnais, il y avait des gens très très brillants au Crédit Lyonnais, il y avait des problèmes politiques surtout. Mais finalement, au bout de 6 mois, je suis arrivé. Rien, pas une feuille, rien. Je me suis dit, il faut que ça tombe comme ça, parce que c'est tellement épouvantable, il n'y avait rien de normal. Et alors, il me dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je lui dis, les comptes sont sincères. Ah, les comptes sont sincères. Oui, mais par construction, totalement faux. Alors là, il dit, ah si, il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, moi, je suis médecin. Mon business, c'est je suis grand chirurgien, je vous passe sur la table d'opération et on va vous opérer, je vous fais l'ordonnance, vous me direz si elle n'est pas bonne, mais après on passe chez les pharmaciens, tous les auditeurs. Ça a duré 2 ans, on a remis, vous avez entendu parler du microcrédit, il faut devenir systémique. Et donc, la médecine des morts, c'est fini. Il faut en être persuadé. Et donc, je continue, c'est cette approche politique qu'il faut avoir dans tous les domaines parce que le traitement de masse, il est partout, il est dans la santé, il est dans la banque, etc.
Alors, il y a un autre élément, moi, qui m'a frappé à la Commission européenne, c'est que, bon, alors, le GDP, alors, il était de 18 000 milliards en 2008. 18 000 milliards. Il est retombé à 8 000 milliards. Qui a payé? Ce n'est pas les riches. Ce sont les pauvres. La démocratie, on a pris un sacré coup. On est retombé de 18 000 à 8 000. Là, on est remonté l'année dernière, avant le Covid, on est remonté à 18 000, on est en train de redescendre. Voilà. Donc, vous imaginez la fragilité de notre économie parce que on n'a pas les systèmes, et c'est le mot, préventifs. C'est-à-dire que tout ce qui est aujourd'hui disruptif est préventif. Je parlais avec monsieur, vous tout à l'heure, et vous me disiez, non monsieur, de santé, hein, voilà. Et vous disiez, je fais un système préventif. C'est disruptif. Donc, il faut vraiment se concentrer sur des mots très importants. Aujourd'hui, il faut faire des solutions préventives. Le digital est fondamentalement disruptif et préventif parce que ça peut plus être la médecine des morts. La Banque centrale, son rôle, c'est de pousser le préventif pour arrêter de faire des constats a posteriori qui nourrissent tous les cabinets d'audit. J'en suis désolé. Mais ils feront autre chose, ils font plus d'analyses, notamment plus d'analyses de crédit pour les prestataires, etc. Non, je caricature parce qu'il faut aller très très vite. Mais voilà, ça c'est absolument essentiel. Maintenant, oui, ce que je vous disais, c'est qu'à la Commission européenne, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que, c'est la manière dont le GDP monte et descend avec une vulnérabilité, une fragilité qui est déconcertante pour des économies dites organisées, des marchés dits organisés. Bon, et moi, je me souviens, en 1991, j'ai vu Greenspan dans son bureau avec un de mes amis et quand on a sorti Balin, il nous a rigolé au nez. Il nous a dit, mais Balin, vous rigolez, mais bien avant que vous réussissiez à contrôler du Balin, c'est-à-dire vraiment à avoir les résultats de vos contraintes administratives, puisque vous n'avez aucune solution informatique, vous aurez une monnaie européenne. D'ici là, vous aurez déjà votre monnaie européenne. Ne vous inquiétez pas. Il avait raison. Il nous a fallu 20 ans pour contrôler le traitement de masse des instruments financiers. Et encore. Sans le digital, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'on est toujours en retard d'un métro. Bon. Autre élément qui m'avait frappé, c'est la fraude, dont on ne parle jamais. Mais la fraude en Europe, elle est supérieure à 3% du GDP. Or, comme la marge nette des entreprises est inférieure à 2%, la raquette, elle est trouée. On perd de l'argent, on n'en parle pas parce que ça dérange tout le monde. Mais en fait, bon, la réalité, c'est plus que 3%. C'est beaucoup plus que 3%. Parce que rien que la TVA et puis un certain nombre d'autres choses, c'est beaucoup plus important que cela. Mais ça, donc, le digital doit lutter contre cette fraude qui est un cancer dans l'économie européenne, qui nous coûte cher, qui nous empêche d'investir. Donc, maintenant, si on en vient au vif du sujet, si vous voulez, dans la monnaie digitale, vous avez trois ou quatre compartiments. Vous avez le compartiment. Alors, non, je dirais, avant d'en venir là, il faut, dans les généralités, il faut rajouter un point essentiel. C'est que on parle de digital, on parle de monnaie digitale. La Commission européenne a donc émis un règlement qui est franchement extraordinaire. Alors, très difficile à lire. Moi, je l'ai lu au moins 500 fois. Je l'ai disséqué. Hein, voilà. Je suis un grand artiste de la RGPD. Je l'ai disséqué. Pourtant, j'étais dans tous les groupes de travail. Mais quand les parlementaires vous sortent ça à leur manière, ça modifie drôlement les choses. Il faut vraiment interpréter. Mais quelque part, c'est un outil de génie qui nous met en termes de compétitivité bien au-delà des Américains. Et ne parlons pas des Chinois. J'ai passé 1 an et demi à travailler sur le digital avec la Chine. Quand ils m'ont posé la question sur leur blockchain, je leur ai dit devant le traducteur bullshit. Et à l'époque, tout le monde était comme ça devant la blockchain chinoise, et ça a été un désastre parce que c'était du bullshit. Voilà, on expliquera tout à l'heure pourquoi. Mais oui, je parlais de quoi? J'ai oublié du coup.
500 pages. Hein? Des 500 pages de rapport. Ah oui, oui, oui. La RGPD est un cadre absolument extraordinaire pour la compétitivité dans le digital et que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, c'est une réglementation qui établit de façon totalement disruptive une nouvelle génération de réseaux qui assure la résilience, qui assure de la résilience, qui assure des garanties appropriées pour tout type de transaction, qui assure le temps réel et qui est basé sur 3 éléments. Et dans un réseau, il y a 3 agents. Il y a un agent indépendant qui est le front office, qui est le service commercial qui vous connaît, qui connaît vos droits, qui connaît vos pouvoirs, qui connaît vos attributs pour la santé, pour le golf, pour le professionnel, etc. Vous avez un deuxième organe qui est un sous-traitant qui fait les opérations entre les parties, mais sans connaître les données personnelles des parties. Donc, c'est du traitement, c'est du calcul. Et le troisième, il contrôle les deux. Il contrôle que le premier a bien noté les parties parce qu'il faut les identifier dans le cloud avec des moyens d'authentification qui ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas tous la même signature, etc. Donc, il faut faire une analyse de la notation de la valeur probante des gens qui se baladent dans le digital. On est virtualisé. Et puis, il contrôle la conformité des opérations qui doit être totalement confidentielle, secret documentaire absolu. Bon. Et cet organe de contrôle donne des garanties sur des codes de conduite par communauté. L'un des points forts de la RGPD, c'est de décliner par code de conduite pour la santé, pour la banque, pour le transport, pour le sport, pour tout ce que vous voulez. Chacun peut venir avec son code de conduite et créer ces 3 organes qui vont se partager les responsabilités, mais donner à l'utilisateur, que ce soit un particulier ou une entreprise, lui donner les garanties appropriées, c'est-à-dire les garanties juridiques. C'est plus la peine d'aller devant les tribunaux. D'ailleurs, les tribunaux sont infestés de faux documents. On ne vous le dit pas, mais d'ailleurs, les gens n'en parlent même pas. Les juges passent outre les faux documents, mais il y en a des pléthores. Nous travaillons avec le SNT du Luxembourg. Et dans une réunion de travail il y a 4 ans, ils me sortent un rapport de la police italienne. Vous savez combien il y a de faux de T-bonds? 2000 milliards de T-bonds qui sont faux. C'est des faux PDF. Mais ils sont parfaits, ils sont chinois, ils sont complètement asiatiques pour 90% d'entre eux, sauf que les asiatiques sont aux États-Unis et que finalement ce cancer finit par se généraliser. Il y a énormément de faux documents digitaux. Donc la RGPD, si vous voulez, elle met en place des nouveaux réseaux qui sont totalement disruptifs et qui vont permettre d'organiser 2 choses. D'une part, des monnaies digitales, mais de l'autre côté, votre compte digital, où vous avez des pouvoirs, vous avez le droit de donner des pouvoirs et de recevoir des pouvoirs en temps réel, parce que finalement, aujourd'hui, la société a changé. Nos droits changent tous les jours. Les salariés qui sont salariés dans une entreprise pendant 20 ans, ça n'existe plus. On vous donne des pouvoirs pour 3 minutes, pour 50 minutes, pour 3 heures, pour une tâche, pour un document, pour un ceci, pour un cela, pour un département, pour une société, pour 10 sociétés. Ça change en temps réel. Tout ça dans le cloud. Donc, si vous voulez, la RGPD, elle a mis en place un dispositif qui fait que vous êtes obligé d'avoir une technologie d'identité qui permet de contrôler la variété de tous vos attributs, la variété de tous vos pouvoirs qui peuvent changer parce que vous n'avez pas le même pouvoir si vous êtes médecin, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes transporteur, si vous êtes maçon ou si vous êtes pilote de ligne et que vous êtes alcoolique, on vous a enlevé votre pouvoir avant de décoller. Voilà. D'ailleurs, on n'a rien inventé. Moi, j'ai travaillé chez Thales, chez Thales pendant 15 ans. Air Traffic Control, c'est eux qui l'ont inventé. C'est une manne extraordinaire. Mais Air Traffic Control, c'était la problématique du traitement de masse à partir des années 90. L'explosion de l'aéronautique posait un problème de traitement en temps réel. C'est-à-dire que tout doit être calculé, standardisé et tous les droits et tous les pouvoirs de ceux qui sont dans un aéroport, sur une piste d'atterrissage ou dans un avion sont contrôlés en temps réel. Donc, c'est ce modèle économique et technologique
qu'on ne fait que dupliquer parce que maintenant, il a raison dans toutes les activités, mais c'est aux communautés de refaire leur code de conduite et de décliner ça par rapport à la RGPD dans une organisation de réseau qui soit protecteur pour les utilisateurs. Donc, la monnaie digitale, elle va se faire dans cet esprit-là, mais elle va se faire à côté d'un compte digital. Et si vous avez un compte digital qui protège vos droits, c'est-à-dire que vous avez le droit d'accès, mais sans que quelqu'un rende un secret documentaire. Est-ce que vous avez votre secret documentaire? Pas un de vous. Est-ce que vous contrôlez votre clé de cryptage? Non, vous ne la contrôlez pas. Dans le système que nous allons sortir l'année prochaine, vous aurez chacun votre clé de cryptage et vous aurez votre clé de signature, vous pourrez l'avoir, et quand vous allez signer, vous verrez votre signature. Là, tu Parce parles que pour de l'instant, Trusted. mais peu importe, vous verrez votre signature et vous verrez pas un cachet. Un cachet, c'est chinois, mais une signature, c'est un peu plus occidental. D'accord? On voit bien la différence. Et quand vous avez signé un contrat ou un titre que j'ai émis, un bonds de 100 millions de dollars, et que dans 6 mois, vous voulez le revendre, les deux signatures qui sont en bas, je veux les vérifier. Si vous ne voyez pas la signature, comment est-ce que vous le contrôlez? Alors, c'est ce qui se passe actuellement avec DocuSign. Vous voyez des cachets, mais vous n'avez pas la manifestation du consentement, vous n'avez rien du tout. Tout ça, c'est très, très, très light. C'est du marketing. Donc, vous voyez, et le fait d'améliorer, de renforcer la cybersécurité du compte digital en temps réel, c'est-à-dire d'avoir des titres, d'avoir des courriers, d'avoir des contrats, d'avoir des instruments financiers dont vous êtes vraiment propriétaire. Quand vous les transférez, ils sont décryptés et recryptés pour l'authentification. Technologiquement, ce sont des évolutions absolument extraordinaires. Donc, vous allez avoir une clé de signature, une clé de cryptage. Vous pouvez la contrôler à tout moment, vous pouvez la résilier, vous pouvez la révoquer à tout moment. Vous pouvez faire venir dans votre compte des employés ou des tuteurs, etc., pour vos enfants, pour ceci, pour cela. C'est cette agilité que l'on va avoir dans les années à venir. Et à partir du moment où vous avez un compte digital, vous avez un compte documentaire digital et un compte monétaire digital, et que les opérations se font en temps réel, c'est-à-dire dans les 24 heures, comme la monnaie qui est en date de valeur, c'est-à-dire que la valeur change tous les 24 heures. On change, votre mouvement bancaire change toutes les 24 heures. Eh bien, dans le compte documentaire, ça va être à partir de l'année prochaine comme ça. Ça veut dire que la comptabilité au jour le jour va se faire automatiquement et que donc les comptes-là ne feront plus que les réconciliations de fin d'année et puis les travaux très, très exhaustifs, etc. Donc, vous voyez, il y a une révolution qui est en train de se préparer. Mais derrière tout ça, la Banque centrale a un rôle majeur parce que la souveraineté nationale, les commissions rogatoires, ce sont des choses très importantes pour protéger la nation, pour protéger l'individu, etc. Moi, je me suis fait piéger en 90 par une conversation parce que j'étais en train d'embaucher le numéro 2 d'une banque américaine. Quand je suis arrivé en Australie, le président de la banque, il était devant moi. Il était arrivé avec son jet privé devant moi. Il m'a dit, Eric, tu es venu faire une partie de golf? Ben non, je suis venu pour discuter, pour investir dans vos fonds d'investissement, etc. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le cryptage, aujourd'hui, entre nous, les opérateurs peuvent rentrer n'importe où. Les commissions rogatoires, c'est n'importe quoi. On vous prend tout. Demain, avec le digital, on vous dit commission rogatoire sur tel sujet, on va rentrer dans votre compte pour tel sujet et nous pourrons décrypter que ça. Mais vous gardez le contrôle de votre clé. Donc ça, ce sont des évolutions majeures qui sont imposées par le règlement européen. Donc, dans ce contexte-là, la Banque centrale a un rôle très important. Il y a la monnaie de paiement. La monnaie de paiement, c'est la monnaie de règlement-livraison. Il n'y aura pas beaucoup d'évolution. On en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y a tout l'intérêt que je ne vais pas répéter là-dessus. Par contre, à partir du moment où vous avez digitalisé tout le commerce et tous les investissements, il va y avoir un développement de l'analyse financière sur toutes les activités de crédit, notamment crédit à l'innovation, crédit de campagne, crédit par type de communauté, etc., qui va énormément évoluer parce qu'on aura des données beaucoup plus fiables. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de données qui sont très douteuses et qui ne permettent pas aux banquiers de faire des traitements rapidement.
de faire des crédits instantanés. Voilà. La troisième évolution, ça va être évidemment la monnaie des instruments financiers, où il y a encore une énorme spéculation, et puis une concurrence de la dark money, dark market, dark money. Voilà. En fait, ce que je vous explique, c'est ce que la RGPD est en train d'organiser, un white market, une white money. Maintenant, il faut bien comprendre cette organisation qui est finalement assez simple, qui va se dérouler dans les 5 ans à venir et qui va modifier, transformer complètement le monde. Maintenant, derrière, il y a des PNL, il y a des PNL, des business models qui sont phénoménaux. Vous savez, quand j'étais au Crédit Lyonnais, c'était au moment où il y a eu le trou. C'était pas le trou des Halles, c'était le trou des agents de change, la compagnie des agents de change. Un trou de 2 milliards. Les nouveaux agents de change, pas les anciens, les nouveaux agents de change qui bricolaient des trucs par en dessous, et il y avait un trou de 2 milliards de francs. Bon. Et personne n'avait de solution. Et Abraham m'a dit, écoutez, vous allez voir le président de la SICOVAM, qui était j'ai oublié son nom, bon, peu importe, et on a créé Euronext dans la SICOVAM. On a créé une plateforme qui faisait ce que je vous dis, mais on n'était pas dans le digital. Bon. Aujourd'hui, on l'a appelé Euronext. Après, on l'a un peu vendu aux Américains. Comme toutes les technologies françaises, on les vend un petit peu trop facilement à l'étranger. Puis maintenant, ça revient, etc. Et c'est un peu compliqué. Mais le résultat, c'est que cette technologie était totalement disruptive puisque c'est du préventif. Est-ce qu'il y a jamais eu un défaut ou un dysfonctionnement à Euronext? Jamais. 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 Parce que le système a été créé pour être préventif. C'est-à-dire qu'il est impossible de faire une transaction, c'est comme Air Traffic Control, impossible de faire une transaction, quelle que soit, en unilatéral, en bilatéral ou en multilatéral, sans qu'elle soit bloquée pour une des parties qui est pourrie, qui n'a pas la notation, qui n'a pas le ceci, qui n'a pas le ça, qui n'a pas le droit, qui n'a pas le pouvoir, qui n'a pas ceci, qui n'a pas cela. Or, c'est ça qu'on est en train de mettre en œuvre, parce qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés qui sont transfrontalières, on fait des traitements qui sont multilatéraux, et on veut qu'ils soient en temps réel, et qu'on veut respecter les droits de chacun, et respecter et vérifier les pouvoirs de chacun sur des bonnes identités, et avec des documents qu'on ne peut pas falsifier. Voilà. Donc, voilà c'est cette évolution-là qui se dessine dans un très proche avenir maintenant. Écoute, bravo. Alors, on va passer aux questions. On atterrit un peu. Alors, je vais commencer par une question parce qu'il ne faut pas oublier les gens qui nous écoutent en ligne. Hein, je pense beaucoup à eux. Alors, la première question est de Hugues Chevalier, qui nous écoute depuis Bordeaux et qui est membre de l'Institut de l'économie, et peut-être plus pour Nathalie. La problématique de chaque banque centrale chinoise, la BCE ou la Fed, est spécifique. Ces diverses problématiques peuvent-elles trouver une issue commune avec des monnaies souveraines numériques? Monnaie numérique, solution universelle à tout faire, ou simple moyen de paiement? Savoir si… Bon, je sais qu'il y a une sorte d'avoir une monnaie éventuellement supranationale. Bon, j'y crois pas trop, pour être très honnête. J'ai plutôt une vision de banque centrale qui existe pour une zone. Oui, surtout pour aider au financement des gouvernements ou du gouvernement local. Donc, je ne crois pas beaucoup à la possibilité d'avoir une monnaie au-delà. Et puis aussi pour des problèmes de coordination de toute façon, puisque voilà, il faudrait avoir les mêmes. On voit déjà ce que ça donne au niveau de l'Europe. Alors je ne raconte pas au niveau mondial, ce serait une belle foire d'empoigne. Donc oui, sans doute, oui. Il est clair que dans le cas de la monnaie digitale chinoise, au-delà du fait que son accélération a sans doute été due au coup de sang de l'annonce de la monnaie de Facebook, je pense que derrière tout ça, il y avait quand même la reprise en main au niveau du régime chinois et de la volonté d'avoir une monnaie qui est associée à l'exploitation des données personnelles, dans leur cas. Voilà, donc sans en faire d'une critique, je pense que c'est assez cohérent avec leur système économique, tout simplement. Enfin, la direction que ça a pris, ça aurait pu prendre une autre direction, mais c'est revenu comme ça. Donc là, je pense qu'effectivement, le digital peut servir
la programmation, la planification, le contrôle, c'est clair. Je pense que dans le cas américain ou européen, ça n'a rien à voir et que, enfin, en tout cas, moi, ma lecture personnelle, c'est, je pense que l'Europe court vraiment après sa position de monnaie, de statut de monnaie internationale dans le futur, et je pense que les États-Unis ne sont pas convaincus pour aller sur le monnaie de banque centrale digitale parce que je pense qu'elles ne sont pas, de par la façon dont elles abordent les problèmes, je pense qu'elles sont fondamentalement convaincues que l'innovation vient du privé et qu'il faudrait qu'elles décident à un moment donné d'aller sur un système, et je pense elles doutent en fait de l'efficacité d'un choix aujourd'hui, d'aller sur une telle technologie. Donc je pense qu'elles ne voient pas l'avantage aujourd'hui de ce qu'apporterait un peu une usine à gaz. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles ne s'y sont pas lancées aujourd'hui. Ok, alors on va continuer. Je vais demander de parler assez fort. Alors, question de la salle, vas-y. Une monnaie type Libra, c'est-à-dire stable et privée. Ils vivaient de quoi? Ils vivaient de quoi? Facebook aurait gagné de l'argent comment? Par transaction? Est-ce qu'ils faisaient du taux d'intérêt, donc ça aurait été une vraie vente? Ou bien les abonnements, je ne sais pas. Comment ils auraient fait? Alors, de ce qu'on sait, puisque du coup, ce n'est pas allé Oui, loin, ça n'a pas eu lieu, mais de ce qu'on pouvait comprendre des projets, c'était qu'effectivement, on avait… alors, premièrement, la raison pour laquelle la Libra, donc elle était basée sur des réserves en multidevises, et la plupart de ces multidevises auraient été en fait des titres à court terme sur le marché monétaire, comme aujourd'hui c'est le cas avec une des monnaies stables qui s'appelle Tether, puisqu'en fait on comprend bien qu'effectivement on a un problème de coût pour faire tourner la Libra, et donc en fait c'était la raison qui motivait le fait qu'il n'allait pas être uniquement adossé sur de l'argent liquide, puisque par définition l'argent liquide ne rapporte rien. Donc c'est pour ça que dans ces modèles de monnaie stable, les monnaies stables, et donc c'est le cas aujourd'hui du Tether, qui est la plus grosse monnaie stable qui ressemble à ce qu'aurait pu être Libra, ils investissent effectivement en titres du marché monétaire pour pouvoir dégager effectivement des revenus. D'accord. En fait, ça ressemble à ce qu'on appelle des fonds monétaires à court terme. Vas-y, Eric. Je pense que quand on parle de monnaie de trésorerie, il y avait des idées derrière, c'est-à-dire que vous pouvez recycler tous les bons de fidélité, vous pouvez recycler tout le travail bénévole. Il y a des centaines de milliards que vous pouvez recycler, qui c'est de la trésorerie que vous utilisez mieux et qui permet d'aider notamment les gens qui sont en difficulté. Et c'est un énorme marché qui coûte très cher en traitement aux distributeurs, etc., etc. Donc ça, de ce côté-là, à mon avis, ce sont que des très bonnes idées, et on est dans l'approche communautaire de la monnaie de trésorerie. Par contre, les États, c'est eux qui ont le droit, c'est eux qui décident de la politique du crédit. La Banque de France, c'est elle qui décide le crédit. Si on n'en fait pas, à quel taux, etc. Voilà. Et il y a un autre élément, c'est que ces monnaies digitales, faut bien voir qu'il y en a beaucoup qui partent dans les paradis fiscaux. D'accord? Voilà. Et qui partent dans de la spéculation et dans des trous noirs. Voilà. Et donc, si vous voulez, tant qu'on ne peut pas contrôler cette partie-là, les banques centrales sont extrêmement réticentes. Bon, Dominique Chauvin. Alors, je précise que Dominique est prospectiviste et qu'il était un peu à l'origine parce que dans le cadre d'une précédente conférence, il est venu me voir, il m'a dit qu'il faudrait faire quelque chose sur les monnaies numériques de banque centrale. Voilà. Merci, oui. Plus fort. Parce que… Un commentaire prospectif et puis une question. La dernière fois, dans la réunion précédente sur le digital de l'industrie, etc., j'ai dit à Christophe qu'il y avait un trou dans la raquette dans sa conférence parce qu'il manquait les monnaies digitales de banque centrale. Et le point, et c'est là où je vais en venir maintenant, c'est qu'on imaginait que ces sujets-là seraient pour 2030, et en fait, ce que je dis, il y a une accélération prodigieuse du phénomène, que maintenant il faut viser 2023 et pas 2030. Et il y a beaucoup de raisons à ça-là. Vous en avez cité certaines. Il y a aussi, c'est ce point où je veux en venir, c'est que je pense que de façon sous-jacente à ça, il y a un problème beaucoup plus grave et prospectif,
qui est la réforme du SMI, du système monétaire international. Parce que le système monétaire international, vous connaissez, il est basé sur une monnaie pivot, et la théorie explique que pour que tout ça marche, il faut une monnaie pivot, il ne peut pas y en avoir deux. Parce que sinon, le théorème explique qu'il y a contradiction entre le change, la liquidité, la valeur, et ça crée l'effondrement, et que donc il faut une monnaie pivot. La monnaie pivot, c'est le dollar, bien entendu, mais il faut que le pays qui a le leadership de cette monnaie pivot l'assume quelque part, par sa force économique, sa force militaire, etc. Or, il se trouve que dans les événements actuels, ce rôle bienveillant n'existe plus. Non. C'est vrai. À cause Confirme. du fait que les États-Unis ne veulent plus transférer de l'argent avec l'Iran, ne veulent plus transférer de l'argent avec la Russie, Il n'y a pas la portabilité. ne veulent plus, etc. Et donc, il y a un problème majeur du système monétaire international. Du coup, la question qui se pose, c'est, en combinant tout ça, est-ce que les monnaies digitales ne seraient pas le moyen de banque centrale, ne serait pas le moyen de créer un nouveau schéma international qui permettrait, avec la sécurité, avec le cash, avec tous ces éléments-là, de créer un nouveau système. Et du coup, le problème qui va se poser, c'est que si on renonce à la monnaie pivot dollar pour des tas de bonnes raisons, et l'Europe le souhaite aussi, la question c'est qu'il faudrait une monnaie multilatérale. Oui. Alors, la difficulté qui arrive, c'est comment faire des monnaies de banque centrale qui ont une conjonction multilatérale sans faire ce qui pourrait se faire autrement, qui est une fragmentation de l'économie mondiale. Parce que si chaque pays a sa monnaie de banque centrale, il y aura forcément une fragmentation et donc un défaut d'échange et donc une perte d'économie globale, une perte de substance. Du coup, la difficulté qui n'est pas résolue aujourd'hui, c'est de voir comment on pourrait créer un système informatique ou pas informatique, digital en tout cas, qui permettrait ce côté multilatéral. Alors, il y a des théories, effectivement, oui, Michel Vietta en propose une, qui est assez brillante. Mais il y a un deuxième élément qui est plus important, à mon sens, et que je voudrais évoquer avec cette perspective, c'est que, bien entendu, le vrai sujet, c'est la neutralité carbone, c'est-à-dire la décarbonisation de l'économie. Et donc, la finance qui est au centre de l'économie devient le pivot central. Or, il y a un paradoxe aujourd'hui, qui est qu'on ne peut pas prétendre à la neutralité carbone si en même temps on maintient la neutralité des échanges. Et donc, vous l'avez légèrement abordé en disant qu'il y a une utilisation. On va mieux comprendre et voir où l'argent va, où l'argent est fléché, dans quel type d'investissement on va s'investir, dans quelle direction, c'est là où la communauté, dans quel axe je vais pouvoir orienter les échanges, orienter l'économie, d'une façon qui soit collégiale, parce qu'on n'arrivera pas à la neutralité carbone si on reste encore dans un monde fragmenté. Donc il y a tous ces paradoxes qui rentrent en ligne de compte, et la question que je vais vous poser, parce que oui, vous avez eu il est temps. l'impression d'être négatif sur ce point-là, c'est comment je crée un système multilatéral de monnaie de banque centrale qui vont parler ensemble, et est-ce que l'idée de Michel Vietta de faire des droits de tirage spéciaux qui permettraient d'asseoir une monnaie digitale sur ces droits de tirage spéciaux ne serait pas la solution? Alors moi, je suis plutôt anti-pyramide, donc c'est pour ça. Je pense que justement pour les raisons qui ont aussi été données par Eric dans son exposé, en disant qu'effectivement on gère une complexité des milliards de partout. Moi, je ne crois pas du tout justement au fait que la pyramide au-dessus là, elle puisse avoir un quelconque espoir de réussir à faire marcher harmonieusement tout ce qu'il y a en dessous. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas très banque centrale, et encore moins banque centrale de la banque centrale, parce que je pense qu'on perd la distance, et on peut pas de toute façon on peut pas respecter la complexité, c'est pas possible. Enfin, on peut pas la gérer parce que c'est. Alors effectivement.
il nous l'a brillamment dit. Il nous a dit qu'avec le système voilà, de digitalisation, en fait, tout simplement, on peut y arriver, comme il a bien dit, en faisant de la prévention. Mais les banques centrales, en fait, il y a toujours un discours, je ne voudrais pas être non plus très systématiquement négatif, mais en fait, on s'aperçoit que quand même les banques centrales sont toujours mues à la fin par le fait de devoir servir en fait l'intérêt entre guillemets de la politique économique de la zone qu'elle dessert. Et moi, je vois mal comment ça peut fonctionner avec une monnaie banque centrale, enfin une monnaie digitale internationale assise sur les droits de tirage spéciaux, parce que ça voudrait dire qu'on transcende cette dimension. Or, moi, j'ai pas l'impression que tout ce qu'on a vécu depuis ces quelques dernières années le prouve. On l'a plutôt prouvé l'opposé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on en est bien revenu à des banques centrales qui servent en fait les politiques locales, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, à tel point que finalement, notre Banque centrale européenne, qui avait été créée pour n'avoir que ça comme objectif, en fait, on lui a fait avaler plein de couleuvres. C'est pour ça que les Allemands n'étaient pas très contents, d'ailleurs. Alors, je ne défends pas, là, je suis pas en train de dire que... mais on voit bien que même dans ce projet-là, qui était de transcender l'Europe, en fait, on a juste essayé de ménager la situation locale, enfin, les situations locales, et on a fait faire à la Banque centrale européenne quelque chose qui était pas du tout dans l'esprit de sa constitution de départ. Voilà. Donc après, peut-être qu'il fallait le faire. Enfin, je n'ai pas de jugement. Je dis simplement que on voit bien qu'une banque centrale, même quand on constitutionnellement parlant, on lui donne les plus beaux paragraphes d'indépendance, etc. On voit bien qu'à la fin, c'est pas ce qui se passe. Donc moi, je ne crois pas à la coopération internationale, non pas parce que je suis, mais je pense que les banques centrales sont systématiquement au service des États pour leur financement. Bien, je pense que enfin, le digital maintenant est une technologie qui va finir par s'affermir. C'est un peu comme les nouveaux instruments financiers. Il a fallu quand même 20 ans pour créer des algorithmes qui tenaient la route. Et entre-temps, on a eu la crise de 87, la crise de 2002 et la crise de 2008. Donc, on va aller plus vite. Mais je pense que dans les 5 ans, on va être dans un nouveau monde. Je rejoins votre calendrier. Je pense qu'en fait, le digital va permettre de décentraliser par communauté. Chaque communauté reprend son code de conduite avec ses banques. Et la Banque centrale aura probablement, pour des raisons de souveraineté nationale et de politique nationale, etc., aura le choix de la politique du crédit par rapport à ces banques communautaires, et les droits de tirage spéciaux seront une discussion entre ces communautés. Et par exemple, la communauté du bâtiment va avoir une politique du crédit qui est sur ces datas et sur un business model qui n'a rien à voir avec les hôpitaux. Vous voyez, voilà. Et ça, on sait le faire en digital. L'autre élément, alors qui est peut-être une annonce, c'est la première qu'on fait, c'est que dorénavant, nous, on a cherché pendant 18 ans. On a trouvé la solution pour créer des comptes digitaux, alors qu'ils soient monétaires ou documentaires. Vous pouvez avoir aujourd'hui 10 000 comptes dans le monde, si vous êtes riche, par exemple, hein, avec dans chacun une clé de signature, une clé de cryptage, 3 tonnes de documents avec tous les justificatifs, etc. Vous cliquez comme ça et vous faites la portabilité et vous avez une domiciliation comme Air Traffic Control. Technologiquement, on sait le faire en temps réel. On ne savait pas il y a encore un an. Maintenant, on sait le faire. Et ça, si vous voulez, ça change tout. Ça change tout. Et pour les entreprises, elles, c'est ce qu'elles attendent. On leur met ça sur leur portail. Et c'est comme le logiciel de trésorerie qu'elles ont acheté en 1990. Ça a changé complètement la politique financière de l'entreprise et le contrôle. Hein, voilà. Là, on va l'avoir sur le documentaire. Et si vous réconciliez les deux avec une politique de banque centrale intelligente de concertation, etc., et aussi d'innovation, parce qu'il faut que les banques centrales sachent aussi pousser les innovateurs. Hein, Oui, Bernard Besson. Une question béotienne, totalement incompétent en digital et en finance. Mais est-ce que le digital peut avoir une incidence heureuse sur l'inflation qui inquiète quand même nos compatriotes, les ménagères et les mères de famille, quand on voit les prix qui augmentent? Est-ce qu'il y a un rapport entre le digital et ce souci quotidien?
Alors, moi, je suis très basique en matière d'inflation. Donc, voilà, j'ai été élevée à la Friedman. Alors, moi, s'il y a de la monnaie, il y a de l'inflation. Il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'inflation. Donc, si effectivement, on est dans un monde digital qui pourrait… Parce que finalement, les histoires d'institutions bancaires, en fait, elles naissent… C'est une réponse à un problème d'asymétrie d'information. C'est parce que moi, je ne peux pas prêter directement à l'autre que du coup, je passe par un intermédiaire. Donc, on se dit, bah oui, plus j'ai des datas, plus je peux. Donc là, je pense que je rejoins, même si je suis nulle en technologie, mais c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que comme j'ai des datas que j'exploite, du coup, j'exploite beaucoup mieux. Donc, je réconcilie et donc, je peux beaucoup plus transférer directement. Si je transfère directement, je ne fais pas de création monétaire. Ce qu'il faut bien comprendre, je tiens à ça, je le répète en permanence à mes élèves, parce que je pense qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension de ce qu'est la création monétaire. La création monétaire, c'est le fait d'avoir des banques qui peuvent, parce qu'elles rassemblent des dépôts, comptes courants de personnes, à partir de là, elles vont pouvoir donner du crédit sur quelque chose qui est dépensé. C'est-à-dire, j'ai de la création monétaire, parce qu'en même temps, j'ai des gens qui dépensent leur argent, mais parce que pour des raisons de masse, ces comptes, finalement, qui sont localisés peuvent dégager une masse que je peux prêter en même temps, je vais à la fois m'en servir, mais à la fois prêter. C'est ça la création monétaire. Et ça n'arrive pas quand je suis en finance directe. C'est-à-dire que quand je finance directement, ben là, j'en ai un qui se prive d'un usage et qui le donne à l'autre. Donc, théoriquement, plus on va connecter directement et moins on va créer de monnaie. Voilà. Merci. Alors, il faut quand même penser aux gens qui nous suivent en ligne. J'ai une question de Marc Bradford. Marc Bradford, il est vice-président d'un groupe que je préside à Sciences Po, le groupe 80. Je précise à cette occasion que les travaux que nous faisons à l'IESF, et encore merci à toute l'équipe dirigeante d'IESF et à le délégué général Jean d'Ambreville ici présent, je pense qu'il faut rapprocher le monde des ingénieurs des mondes des Sciences Po et d'Arc. Voilà. Donc, je donne particulièrement la parole via sa question à Marc Bradford, qui est un financier, banquier, qui a été en poste, qui est anglo-saxon et français, et qui a été en poste à New York et à Londres, et enseignant à l'ESSEC. Alors, il nous dit, les banquiers centraux qualifient souvent les crypto-monnaies de monnaie incomplète ou imparfaite, voire de non-monnaie. N'est-il pas paradoxal, alors, de leur part, de s'y intéresser, c'est ce qu'on dit depuis le début de l'exposé, et de vouloir créer des monnaies numériques de banque centrale? Un grand merci pour vos exposés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est une question de Sciences Po, ça. J'en profite pour dire j'ai une autre condisciple dans la salle. Voilà. Alors, je vais répondre rapidement. Je pense qu'Éric aura sans doute des choses à dire. Alors, oui, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que si vraiment c'était aussi nul que ça. Alors, c'était pas. Les banques centrales s'y intéressent, elles trouvent que effectivement le Bitcoin, si on vaut mieux le nommer, puisque c'était le premier et ça a été vraiment conçu, la conception, c'est pour en faire une monnaie, même si effectivement les banques centrales, en particulier européennes, ne veulent pas reconnaître cette terminologie, mais c'était bien l'intention première du Bitcoin, puisqu'il voulait justement s'inscrire en faux par rapport au système monétaire actuel. Pas plus de… Donc effectivement, il peut ne pas être une monnaie, mais en tout cas, son dessein, c'était d'être une monnaie. Alors effectivement, moi, j'avais la même remarque quand j'ai commencé à voir les banques centrales, j'avais le même étonnement. Je me suis dit, de toute façon, pourquoi elle veut aller là-dessus, alors que en fait l'ingénierie du Bitcoin, le fait qu'il ait inventé une autre façon de valider des transactions, parce qu'en fait il faut bien comprendre que le Bitcoin, il est là pour dire voilà, je n'ai pas besoin de la validation du tiers de confiance existant dans notre monde, je peux faire autrement. Donc effectivement, une banque centrale, elle n'a pas à faire ça puisqu'elle est le tiers de confiance. Donc, elle n'a absolument pas, et c'est pour ça d'ailleurs que ils vont en général pas sur des choses vraiment crypto, parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de ce processus de validation tel que peut l'avoir le Bitcoin. Donc, en fait, ils sont sur en fait une digitalisation de leur monnaie, mais pas en fait sur le terrain de la crypto, puisqu'en effet, ils n'ont pas besoin de cette étape de validation
comme a besoin le Bitcoin qui, lui, pour qu'on puisse dire que la transaction est terminée et qu'elle est valide, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui lui dise qu'elle est valide. Et c'est pour ça qu'il a besoin de ce protocole de validation. Une banque centrale n'en a absolument pas besoin puisqu'elle est elle-même tiers de confiance. Jean-Baptiste, oui. Utilise en fait la technologie voilà. blockchain et ses propriétés Exactement. pour sécuriser les transactions. Voilà, pour sécuriser, tout à fait. Oui. Réduire le risque de contrepartie. Oui. Et après, enfin, sauf erreur, l'euro qui est en cours Oui. aujourd'hui de création sera à parité avec l'euro. Donc, ça Tout ne à fait. aura pas de spéculation. Non, non. Alors que sur le Bitcoin, en fait, il n'y a pas de. C'est de la spéculation pure. Il y a le prix, c'est le prix du service rendu par le Bitcoin. Donc, effectivement, ça déstabilise parce que monétairement parlant, on n'a jamais vraiment eu de monnaie de ce type-là. C'est-à-dire qu'on a jamais eu des monnaies qui sortaient de rien. Historiquement parlant, la monnaie, elle a émergé. Pour résoudre des problèmes de transaction, voilà, on est passé par différents objets puis on est arrivé voilà, majoritairement sur une monnaie. Oui, alors, pardon. Vas-y. Pour le moment, pas grand-chose, mais il y a eu des monnaies qui étaient basées. Voilà, il y en a qui utilisent. On pourrait utiliser une monnaie stable sur l'or, par exemple. Alors, on a une question donc de jeunes. Tu veux dire quelque chose? Oui. Juste, en fait, je vais être méchant, je pense que c'est une monnaie d'ingénieur. Elle a été faite par un ingénieur, mais elle est totalement déconnectée Faut pas dire ça de l'économie et totalement illégale par rapport au règlement RGPD. Oui, le droit à l'oubli n'existe pas. Non. Le secret monétaire n'existe pas. On sait où sont faits les traitements, ils sont faits près de l'aéroport de Washington et pour cause, depuis pas mal de temps. Et la portabilité du compte, si vous voulez aller ailleurs que chez Bitcoin, il n'y a pas de portabilité, vous êtes coincé, ils font faillite, c'est terminé, vous perdez votre argent, il n'y a pas de portabilité. C'est le problème que vous évoquiez, la monnaie américaine a perdu finalement son intérêt à partir du moment où les présidents américains disaient je vous interdis de transférer votre argent étranger. Donc le droit du transfert n'existe pas, alors qu'il est imposé dans la RGPD. L'obligation du transfert est libre aux détenteurs des actifs. Geneviève Boucher, vice-présidente de Forum Athéna, a une question. Vas-y. Est-ce qu'on l'entend là? Est-ce qu'on l'entend est-ce que tu peux t'approcher un peu, non? Alors, comme j'allais à côté de vous, en face de non, viens ici près du micro, si tu veux bien. Oui, c'est la méduse. Donc, moi, je travaille beaucoup sur ces questions-là, donc j'ai écouté avec intérêt votre exposé. Je ne l'aurais pas fait du tout de la même façon, mais c'est parce qu'on n'a pas exactement les mêmes visions. Voilà. Donc, ce que moi, je voudrais dire, c'est qu'on est en pleine guerre des monnaies, hein, et on vous parle beaucoup de la guerre en Ukraine, parce qu'elle est très visuelle, elle est physique, elle est, voilà, hein, mais la guerre des monnaies, il n'y a pas que Agrietta qui en parle. Hein, si vous mettez sur mon blog, vous verrez un petit peu où on en est. Les États-Unis poursuivent une idée qui est de faire une gouvernance mondiale non démocratique, une gouvernance mondiale privée. Et donc, ils sont en train de faire un appel à l'épargne publique massive, en particulier en Europe, mais pas qu'en Europe, hein, en terrifiant le citoyen moyen en disant les monnaies vont s'effondrer, et on vous explique pourquoi les monnaies vont s'effondrer. Effectivement, elles sont en grand danger, et il faut rentrer dans les détails pour savoir pourquoi elles sont en grand danger. Donc, avant que la banque vous explique qu'elle est désolée, mais elle ne peut pas vous rendre votre épargne, il faut vite les mettre dans les cryptos. Voilà le discours qui est tenu. Hein. Et oui. Alors, pas de chance pour eux, parce que les cryptos qui sont donnés comme des valeurs refuges, elles sont des valeurs de refuge en forme de dents de scie, c'est pas possible. Mais
Je suis, pour ma part, comme je suis connue comme m'intéressant à ces questions-là, très sollicitée en ce moment pour répondre à tout un ensemble de gens qui me disent « Mais comment tu n'as pas de crypto et moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» etc. Donc ça, il faut le prendre au sérieux. De l'autre côté de la chaîne, il faut prendre au sérieux l'avancée de la Chine, qui, elle, a la même idée. Hein, et la préoccupation de la Chine, c'est de faire le continent eurasien. Hein, et donc, en ce moment, on instrumentalise l'URSS pour y foutre le bordel. Hein, donc, Brexit ici, Mélenchon là, et je ne sais pas quoi d'autre ailleurs. Hein, voilà. Et ils sont prêts à débarquer avec leur monnaie. Hein, et leur monnaie très conviviale, très opérationnelle. Et une fois que notre système monétaire sera en petite compote, ils arrêteront avec Geneviève, et voilà. La remarque pertinente, déjà, on va faire acquiescer. Bon, attends. C'est très important. Est-ce que tu peux poser ta question oui, ou te faire valider ta remarque par les intervenants? C'est plutôt comme ça qu'on va le faire. Faire valider ta remarque. En Europe, on a une vision tout à fait différente. Hein. On ne veut ni du modèle chinois, ni du modèle américain, mais il faut que nous soutenions notre modèle. Il faut que nous soyons clairs entre nous sur notre modèle. Hein. Donc, moi, je vois des tas de prises de parole sur les bitcoins, avec un B minuscule. Personne ne se préoccupe de ce qui se prépare en Chine. Je pense que nous avons un devoir d'information, d'explication, mais aussi de stimulation de nos organes. Bien, merci Geneviève. Nos parlementaires français Merci. et européens. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Merci beaucoup Geneviève. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, oui, enfin, la guerre de monnaie, enfin, je pense que de toute façon, il est clair que les États-Unis, enfin, pour moi, j'ai toujours eu le sentiment que les États-Unis avaient beaucoup prospéré sur ce système monétaire depuis la fin de l'or, parce que du coup, c'est eux qui, de fait, sont devenus la monnaie de référence. En plus, compte tenu de leur système économique, eh ben, ils ont beaucoup développé les marchés financiers, ce qui était exactement dans une économie d'informatique ce qu'il fallait faire, puisque du coup, ils sont devenus des références en matière. Vous voyez bien que toutes les levées de fonds, quand vous êtes une entreprise où vous finissez là-bas. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus de financement possible. Donc voilà, et c'est vrai que au-delà du dollar en monnaie de réserve, c'est surtout leur domination en termes financiers qui fait leur statut aujourd'hui. Et moi, je ne vois pas la Chine, pour le moment, menacée de ce point de vue-là, parce qu'ils n'ont pas cette surface financière et ils n'ont pas cette agilité. Donc, bon, après, voilà, tout est possible. Moi, je ne suis pas non plus une spécialiste de la Chine, mais moi, j'ai du mal à me dire que cette domination financière américaine, elle va s'arrêter demain matin. Et nous, on est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on a quand même développé les marchés financiers, mais quand même pas tant que ça, et on est moins fluide qu'ils ne le sont. Donc, c'est pour ça que, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours interprété le fait que les États-Unis ne s'étaient pas du tout énervés sur les monnaies de banque centrale digitale avant ça, parce que je pense qu'ils se disaient qu'ils ne savaient pas le faire. Attendez, je voudrais faire une... Oui. Oui. Le problème grave, c'est l'extraterritorialité des lois américaines. Oui, aussi. Oui. Et le seul prétexte de cette extraterritorialité des lois américaines, c'est qu'on paye en dollars. Oui. Donc c'est une raison supplémentaire pour laquelle il faut qu'on se mette en ordre de bataille. Oui, mais tant qu'on n'aura pas de suprématie financière, moi j'y crois pas. Oui, mais moi. L'effondrement du système monétaire mondial, il nous pond au nez, et ça peut arriver du jour au matin, comme un morceau de l'iceberg s'écroule du jour au matin. La fente est partie il y a 100 ans, mais un jour ça tombe. Voilà. Et ben, on en est là. Pourquoi? Parce que la Chine ne vient plus financer l'endettement des États-Unis, donc le dollar part aux frites. Hein, et c'est la monnaie. C'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Si je peux me permettre. Oui, Eric. Alors, on a Eric, s'il vous plaît. Je pense qu'on a la monnaie. S'il vous plaît.
Je me dis, on a la monnaie de ses dettes. Coméry. Oui. On a la monnaie de ses dettes. Ouais. D'accord? La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est navrant, mais les banques centrales européennes sont en retard et la nature a horreur du vide. Donc, vous avez des gens qui créent du bullshit, mais moi, j'ai des amis et ils gagnent énormément d'argent sur les monnaies digitales. Et c'est net d'impôts. Pourquoi? Bon, je connais d'autres gens, quand je vais à Los Angeles, je vois que tout l'immobilier se fait avec des monnaies digitales pour payer moins d'impôts, pour payer moins de taxes, etc. C'est devenu un instrument de fraude, mais énorme, gigantesque. Voilà. Ça, c'est le deuxième élément. Attends, je m'arrêterai là. Vous savez, dans les années 80, j'étais le plus gros opérateur de l'euro-franc, le plus gros opérateur du Deutsche Mark. J'ai été convoqué 2 fois au Louvre, notamment par un certain Henri, qui était chez AXA. Bon. Donc, je sais comment on attaque une monnaie et comment on la défend. Si vous avez une monnaie, vous avez un marché à terme. Ceux qui font la puissance d'une monnaie, c'est les trésoriers. S'ils croient dans une monnaie, parce qu'ils ont les trésoriers, ils ont du cash. Ils ont des milliards de cash. Bon, eh bien, leur cash, ils ne savent pas où le mettre. Ils le mettent sur les monnaies fortes et ils détruisent les monnaies faibles. Donc, la France et l'Europe doivent se comporter comme une monnaie forte, mais avoir une politique. Et ça fait 100 ans qu'on discute comment avoir une monnaie forte. Ça nécessite de la concertation et une politique de taux d'intérêt. Parce que les monnaies digitales, elles n'ont pas de taux d'intérêt. Alors, comment vous voulez spéculer? Pour la faire monter ou il faut la faire baisser? Puisqu'il n'y a pas de taux d'intérêt. Elle est stable par rapport aux autres. D'accord? Par exemple, je crois que c'est au Venezuela, il y a peut-être d'autres pays qui ont des hyperinflations, peut-être que les monnaies numériques sont intéressantes. C'est pour ça que c'était les premiers à y réfléchir, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais en fait, en dehors de la Suède, ce n'était que des monnaies, c'était que des pays en voie de développement qui étaient… Oui, parce qu'il y a une instabilité. Vous avez un contrôle des champs. Oui. Ils n'ont pas le droit d'acheter à terme du dollar. Par contre, ils peuvent acheter des C'est une indépendance du dollar, ça arrange aussi la Chine, pour affaiblir. Mais après, pour revenir sur les monnaies de banque centrale, parce que c'est un sujet aujourd'hui, parce qu'il y a les crypto-monnaies et les monnaies de banque centrale. Oui. Pour du sujet, puisqu'aujourd'hui, on est effectivement dans une problématique d'inflation, de politique de monétaire des taux d'intérêt. Est-ce que vous pensez, ma question est la suivante, c'est que les monnaies de banque centrale à parité, que ce soit pour le yuan, pour l'euro, l'euro demain, en fait, permettront de juguler l'inflation et permettront, parce que vous avez à un moment donné, j'ai bien noté, parler des taux négatifs. Oui. Et donc, est-ce que vous pensez que ça va être une possibilité, si ça se développe de manière importante, pour juguler justement les problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une remontée des taux, une augmentation de la dette, du remboursement de la dette publique, comme le disait le roi de Gallo, M. Gallo, il y a une semaine, 1% de remboursement de la dette publique française, c'est 40 milliards de dollars. Donc, si on imagine, si on fait à 2-3%, et donc, est-ce que ça va être une possibilité qui va permettre, en fait, de réguler la politique monétaire et de gérer l'inflation et les problèmes actuels des taux d'intérêt qui sont une menace, en fait, pour notre dette publique, qui n'a pas du tout, du reste, été évoquée pendant l'élection présidentielle et qui maintenant, curieusement, devient un sujet. Voilà. Disons que effectivement, en termes de taux d'intérêt, on a, comme je disais, le cash n'a pas cette possibilité d'utiliser le taux d'intérêt pour. Mais là, c'est davantage comme la possibilité, c'est le fait que le public, du coup, ne va pas avoir ce comportement de thésaurisation, entre guillemets, puisque le risque, quand on met un taux d'intérêt négatif, c'est que du coup, ils sortent la monnaie du circuit économique, la fameuse trappe à liquidité, bon, même si dans la version moderne, elle est un peu compliquée à concevoir, mais c'est quand même un peu ça l'idée. Et là, c'est de dire que finalement, ça va passer par, comme ils seront pénalisés par les taux négatifs, ils vont aller chercher autre chose de plus productif pour ne pas en fait subir les taux négatifs en somme. En fait, c'est plutôt les taux négatifs dans ce sens-là. J'aurais donc pour essayer de sortir d'une récession plus rapidement en donnant une incitation à aller sur de l'investissement productif. Voilà. Et par ailleurs, si vous pourriez du coup remonter les taux plus vite, enfin en tout cas avoir un impact plus direct sur des taux avec des taux en fait positifs qui du coup
serait transmis plus rapidement. Donc, c'est la transmission des taux, en fait, qui serait plus efficace. Merci. On s'approche de la fin de notre conférence et je vais soumettre nos deux intervenants à un exercice très redoutable. On commence par qui vous voulez, ou par vous, par exemple, par toi, par exemple, ma chère Nathalie. Bon. Si on devait tout oublier d'un sujet quand même assez complexe, où je vous remercie aussi bien les gens qui nous ont suivis en ligne, ils ont beaucoup de mérite parce qu'être devant son ordinateur pendant 2 heures sur des sujets complexes, c'est quand même un effort. Et encore plus les gens qui ont beaucoup réagi dans la salle, et nous sommes nombreux. Si on devait tout oublier, est-ce que vous pouvez sortir, est-ce que tu peux sortir, Nathalie, quelques idées clés, forces qu'on entende, qu'on retienne? Eh bien, je dirais que les monnaies digitales de banque centrale, en fait, sont surtout un enjeu géopolitique aujourd'hui, au-delà de leur efficacité économique. Voilà. Très bien. Éric? Alors, la monnaie digitale, elle est urgente pour avoir une monnaie digitale de crédit qui stabilise et qui fait revisser les taux. Sinon, l'économie est morte. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ces mots, je vous laisse qu'à remercier chaleureusement. Merci à tous. Et puis, si vous avez du temps pour approfondir, vous avez les coordonnées de nos intervenants et de leurs nombreuses publications. Merci beaucoup. Merci.